Et je me retrouve dans une maison de correction à Savigny-sur-Orge. Je sors donc la rage au ventre. À te venger de la société. Ouais. Plus facile de faire le voyou à l'époque? Oui, quelque part, oui. 140 kilos de coke. De quoi? Qui représentait 4 millions à l'arrivée. Ils sont venus sur le bateau avec les chiens, ils sont venus, ils n'ont rien trouvé. Tu l'avais mis où? Dans la qui? coque. Ah, dans la coque? Dans la coque. Dans la coque. La coque était dans la coque. Aujourd'hui, on est avec Maurice Demany. Alors Maurice, il est né en 1933 à Paris. Ça lui fait 92 ans, donc on est à quasiment un siècle de banditisme. Et on va le revisiter d'ailleurs ensemble. Maurice, merci d'être là avec nous. Merci à toi aussi. Maurice, moi d'abord, j'aimerais, c'est un peu le rituel, hein, plus de 80 ans de vie de voyou, on va dire. Comment tu te retrouves dans cette histoire? Parce qu'à l'origine, tu n'as pas envie d'être un voyou. Bah, c'est que j'ai pas envie, c'est pas ça. C'est que je pense que pour l'être, on doit naître, si tu veux, déjà dans un contexte à l'époque, bien que mon père était aussi voyou, mais enfin ça, je ne savais pas. Mais j'ai eu une enfance normale, bien que mouvementée, parce que je suis un enfant de la guerre. Hein. J'avais 7 ans, moi, quand les Allemands sont arrivés à Paris. Je m'en souviens très bien, d'ailleurs. Toi, tu grandis à Paris, dans le 9e arrondissement. Ouais. Tu vas à l'école rue Milton, tout Voilà. ça, enfin, pour ceux qui connaissent le 9e. Mais tu grandis enfant unique avec ta mère. Voilà. Parce que ton père est absent. Absent, exactement. Donc Voilà. Donc, ma mère obligée de travailler, 2 enfants, ma sœur et moi. Ma sœur, 3 ans plus oui, donc tu n'es pas enfant unique. plus jeune, Voilà, donc tu as 3 une ans sœur. plus jeune que moi, donc on est en bas âge. On est placé dans des familles d'accueil, pas malheureux. Donc j'ai toujours fréquenté des plus vieux que moi, des adultes Ce qui ne t'a pas porté chance. Oui, qui ne m'a pas porté chance. Donc je sortais pas mal. Parce que là, on va quand même situer pour les gens. Ouais. On est dans les années, à la fin des années 40. On est Voilà. après-guerre, quoi. Hein, Voilà, donc, 1947, 47, 48. 48. Voilà. Donc, effectivement, pour les plus Voilà. jeunes, ça paraît une éternité. Donc, de par mes fréquentations, si tu veux, beaucoup plus âgées que moi, un jour, je me suis retrouvé en bagnole, sans savoir, qu'était une voiture volée. Je ne savais pas. C'était avec trois adultes, et puis moi, on était 4 dans la voiture, qui tombe en panne. Je ne sais plus, on allait d'un endroit à un autre, c'était le soir, et on est contrôlé par les pèlerines. Les hirondelles, juste pour... Voilà. C'était des policiers avec Exactement. la cape, là, Voilà. qui se trimballaient à vélo, et on les appelait les hirondelles parce que le vélo était de marque Hirondelle. Exactement, c'est ça. Et bon, quand on est là, la voiture en panne, pas de papier, on se retrouve dans un commissariat. Je suis séparé tout de suite des adultes, tu vois. Le plus jeune, le plus tendre, je me prends la plus belle volée de ma vie que j'ai jamais pu repris après par les poulets. Ils ont joué au punching ball avec moi, hein, à tel point que je me suis affalé contre un radiateur. J'avais le crâne fêlé. La nuit se passe et le matin, les inspecteurs reprennent leur service. Et je me retrouve avec un inspecteur dans un bureau. On fait venir ma mère. Je connais ces mecs-là, je les connais, oui, comme ça. C'est des relations de bar, si on peut dire. Et voilà, je ne les connais pas plus que ça, je n'ai même pas leur nom, leur prénom, quoi. On se connaît, c'est comme ça de prénom, c'était des copains, quoi. Ouais. Et voilà, la voiture volée, qui a volé la voiture? Pas moi, j'avais pas mon permis déjà à l'époque. Hein. Je me retrouve à la Souricière et devant un juge des enfants. Et ils t'envoient en maison de correction. Qui m'envoie en maison de correction. Et bon, c'était un peu à la dure. Hein. Ouais, parce que là, on est en 1948. Ouais, hein, donc c'était dur, mais c'était dur façon discipline, tu vois. Lever à 6 h du matin, le footing, le truc. Bref, il fallait... Ça t'a mis dans le bain direct. Exactement. Tu es resté 18 mois pour rien dans cette Pour maison de pour correction. rien. C'est ça qui va changer ta vie. Bien sûr. Qui je connais en maison de correction, dans la même situation que moi.
Des petits voyous. Là, des petits voyous, ils sont là pour des petits larcins, ils sont là pour avoir volé une voiture, ou je sais trop quoi, il y avait de tout. Il y avait de tout. C'était l'école du crime. Voilà, un peu ça. Et je sympathise avec un particulièrement. Il s'appelait Roger Le Pallec, avait un frère qui était beaucoup plus vieux que lui, qui j'ai su après était dans la voyoucratie. Donc quand je suis sorti, j'étais avec mon ami Roger, qui m'a fait connaître son frère, et là je suis tombé en plein dans Chez les voyous. en plein dans la marmite, hein, c'est le cas de le dire. Hein, les fréquentations, les endroits, l'argent facile, enfin eux maniaient l'argent facile, moi il fallait qu'on en fasse un peu. Parce que toi, quand tu sors de Savigny, je te coupe, mais Oui, t'as quoi? T'as 17 ans? même pas. Ouais, à peine. Je suis Qu'est-ce que tu te dis? T'as pas envie de revenir dans le droit chemin? Tu te dis pas, bon, ils m'ont foutu en l'air ma vie. Non, mais- non, je sors avec la rage au ventre. C'est ça que je veux savoir. Ouais. Ah là, je trouve que c'est injuste, je trouve que je ne méritais pas ça, je trouve que le métier que je voulais embrasser me plaisait. Oui, Je savais ce que je voulais à l'époque. Hein, pas faire le loufia. Je ne faisais pas l'école hôtelière pour faire le loufia toute ma vie. Non, c'est pas ça. Je voyais l'hôtellerie, la belle hôtellerie, comme j'ai connu un peu. Oui, Un peu. après, avec l'argent mal Un peu. acquis. Oui, mais même avant. Ah oui. Avant, parce que l'école hôtelière, on faisait des stages. Oui, dans Hein? les palaces, dans les J'ai hôtels de travaillé- luxe. Ouais. J'ai travaillé au Palais d'Orsay, l'hôtel du Palais d'Orsay, qui est devenu le musée. d'Orsay, C'était un ouais. hôtel avant. Au Plaza Athénée, par exemple aussi, tu vois, l'hôtel du Louvre, tous ces grands hôtels de l'époque. Donc, je voyais ma carrière Ouais, là-dedans. là-dedans. Là. D'ailleurs, je devais partir en Angleterre, un échange Bon, t'as d'apprenti- été à Savigny au lieu d'aller en Angleterre. Je devais partir 2 ans au Savoie Ah ouais. à Londres pour me parfaire mon anglais. Tout ça. Voilà. Bon, tout ça, ça tombe. Je sors donc la rage au ventre. Et je pense qu'à être comme les autres. À te venger de la société. Voilà. Et avoir du fric plein mes poches comme eux en avaient. Hein. Donc, avec Roger, on va fric-fraquer. Ah, fric-fraqué, on va quand même expliquer Voilà. ce que c'est. Un fric-frac en argot, c'est un cambriolage. Vous avez cassé, quoi. Mais c'était des petites affaires balancées un peu. On n'allait pas au hasard. Hein. Oui, on vous disait là, tu peux aller Voilà, casser là, tel il doit y appart. avoir, là. Et donc, j'avais toujours beaucoup de sous pour mon âge. Et Ça marchait pas mal. À l'époque, ça marchait pas mal. Vous travaillez à la plume, comme on dit. Voilà, à la plume, hein, c'était notre outil de travail. Hein. Oui, la plume, c'est Voilà. la barre de fer qui permet de Bon. fracturer les portes. Et bon, on était tellement vaillants parce que tous les jours, on allait au charbon, c'est le cas de le dire. Et on s'est fait prendre. On s'est fait prendre. Et je me suis retrouvé là, devant un vrai juge d'instruction, au dépôt. Et les dépôts de l'époque, je ne te dis pas comment c'était. On n'a pas le même parcours les délinquants arrêtés maintenant Ouais, qu'à l'époque, ouais. qu'à l'époque. Ah, c'était tout à fait autre chose. Et donc, je me retrouve à Fresnes. À la prison de Fresnes, donc en À banlieue prison de Fresnes. parisienne, ouais. Comme je n'étais pas majeur, je me trouve au J3, Chez les mineurs. chez les mineurs, Chez les jeunes majeurs. chez comme on les disait. jeunes majeurs. Rappelons que la majorité était à 21 ans. Exactement. Et toi, tu en avais en gros 18-19. Exactement. Voilà. Et pour ces délits, si tu veux, c'était des petits délits. Maintenant, ils ne vont même plus en tôle, ils font deux jours de garde à vue. Et ils Ouais, restent- pas du sursis ou Ah, un et bracelet voilà, et ou puis un ils truc. font voilà. des travaux. Ouais, d'intérêts généraux, ouais. Voilà, des travaux généraux. Bon, à l'époque, À l'époque. au trou. Et il n'y a pas eu tout ça. Moi, c'était la prévention. Et puis au bout d'un an, je me prends 4 ans dans les narines. C'était le début de la réforme pénale pour les mineurs, justement, où ils commençaient à faire des centres-écoles, des prisons centres-écoles. Et je me retrouve dans le Bas-Rhin à Hermingen. Alors, tu fais on va dire, sur tes 4 ans, Voilà. donc tu t'arrives en 1951, on va quand même Voilà. remettre les choses dans l'ordre. Exactement. Tu fais 2 ans à Fresnes et après tu vas 2 ans en Alsace dans cette prison-école où Voilà. vous apprenez une formation. Et avec les petites remises de peine qu'il y avait eu à l'époque, parce que ce n'était pas comme maintenant, quand je sors en 1955, j'ai 23 ans. Et à 23 ans,
il y a quelques belles années qui sont foutus le camp. Hein. Est-ce qu'à 23, tu t'es déjà tapé les 2 ans de maison de correction, les 4 ans que tu viens de faire, les 6? Oui, donc la vie, elle Voilà. était courte pour l'instant. Ouais. Et mon père, qui était dans la région nantaise à l'époque, je vais le rejoindre. Je vais le Ouais, à ta rejoindre. sortie, ouais. À ma sortie, il m'a dit viens te refaire un peu La cerise. la cerise. Là, il y a la plage, il y a tout. Là. Mais entre-temps, du fait de ma condamnation, j'étais bon pour le bataillon d'Afrique. Durant ma détention, à Fresnes, j'avais connu un Toubi qui faisait 2 ans de prison parce que, à l'époque, l'avortement était interdit. Et je m'étais confié à lui un peu. J'ai dit, ah, tiens, moi, c'est le bataillon d'Afrique qui m'attend. Il me dit, écoute, tu viens me voir quand tu sors, tu viens me voir. Et moi, je t'arrange le coup médicalement. Ouais, je te ferai réformer Voilà. avec un dossier, Donc, un dossier médical bidon, quoi. Donc, quand je sors, je vais le voir et il m'établit déjà un dossier médical comme quoi il me traitait. J'avais obtenu un petit sursis avant de le rejoindre à cause de mon dossier médical. Hein. Et quand je me présente à l'armée, il m'envoie à Commercy, le régiment qui devait... Le Toubi Commercy qui me réceptionne. Il m'envoie à l'hôpital en observation, il ne veut pas prendre de risques avec le dossier médical que j'ai. Il me fait un mois d'hôpital avec des examens de contrôle. Je savais ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire pour justifier l'objet de ma réforme. Au bout d'un mois, je passe au conseil de révision, réformé. Et je vais rejoindre mon père en Loire-Atlantique, à côté de Nantes. Quand tu es dans cette prison de Fresnes, là, Ouais. jeune, tu as 19, 20 ans, Ouais. là, tu vas découvrir ce qu'on appelle le milieu à l'époque. Alors aujourd'hui, c'est un terme un peu oublié, mais le milieu, c'est la pègre, le grand banditisme. Alors, parce que, quand même, là, toi, tu es le dernier témoin de cet âge d'or, entre guillemets, voilà, le milieu des polars, etc. Comment je suis rentré là-dedans avec ça les grands. Voilà, Parce qu'il y a une anecdote marrante. Pendant mes fric-frac et mes petits bracos de l'époque, il fallait une voiture. Et j'avais appris à conduire entre-temps, hein, et j'aimais bien conduire, et c'est moi qui m'occupais des voitures. Je vois une voiture, j'essaye, il y a une portière qui n'est pas fermée à l'arrière, je signale parce que c'est marrant, portière à l'arrière, donc il me donne accès à la voiture, et je prends la voiture. Et je fréquentais déjà le Laetitia. Hein? Alors, le Laetitia est obligé de... Enfin, là, il faut qu'on fasse un peu de géographie et d'histoire, parce que le Laetitia, c'était le grand bar des voyous corses à Paris, voilà, qui était dans ce qu'on appelait le bas Montmartre, ou le haut 9e arrondissement, la Sous-Pigalle. Alors, je te laisse continuer. Peut-être 2 jours après que j'avais monté cette voiture, on vient me réveiller la nuit, à 2h du mat', et il y a 2 mecs que je connais, des grands, des voyous du Laetitia, qui me disent où elle est la voiture? Je dis quelle voiture? Il dit ne déconne pas, hein. Tu sais à qui elle était cette voiture? À qui elle est cette voiture? J'avais trouvé un flingue en plus dans le vide-poche. Il dit le flingue, oui, je l'avais le flingue. Il dit donne-nous déjà le flingue. J'étais comme ça, hein, j'étais tout péteux. C'est la voiture à Pierre Mondoloni. Pierre Mondoloni, le vieux. Oui, donc c'est les grands noms du milieu corse. Il veut te voir. Ah. Rendez-vous le lendemain. Et je vois Pierre Mondoloni qui s'amène. Il n'était pas grand, avec son chapeau, il m'arrivait au nez. Hein, c'était un petit bonhomme. On se rediscutait sur le trottoir et tout. Et il y a Pierre Cook qui s'amène à ce moment-là. Je suis obligé de dire, alors, je suis obligé de te couper tout le temps, parce que connaît Pierre Coukari, c'était une espèce de juge de paix, le voyou corse le plus important de Paris, qui jouait les juges de paix dans le milieu. Qui connaît Chiap, qui connaît Mondoloni, qui voit avec un mec qu'il ne connaît pas. Un petit jeune. Là, il s'arrête, il dit qu'est-ce qui se passe et tout. Alors l'autre était monté grave
pour sa voiture, il n'était pas content. Il n'était pas content, il n'était surtout pas content d'avoir été obligé de déclarer sa voiture volée, avec le flingue dans la... Avec le flingue dedans. Il se faisait du mouron, tu comprends? Puis je lui avais dit, ta voiture, elle ne freine pas, j'avais en bout de tunnel. Je lui ai dit, comment? Et donc, qui vous voit, je lui ai dit, je vais te le réparer, ta voiture, je vais te les frais, pour moi. Et ça m'avait coûté quelques dizaines de milliers de francs à l'époque. Et on a fini à boire un verre au Lettres. Au Laetitia. Ouais, on va pas... C'est comme ça que tu rentres dans le milieu corse. Alors, voilà. Et on discute. Et puis ils veulent savoir qui je suis. Et puis je parle de mon père. Et ça fait qu'il y en a qui ont connu mon père. Mon père qui a... Alors, ton père, parce que là, on est obligé de refaire un stop. Ton père, toi, tu ne l'as pas connu, tu l'as rencontré à un moment assez étrange. C'est quand tu rentrais en prison à Fresnes, lui, il en sortait. Voilà, quand j'étais gamin, moi, 40, 39, il part soldat, prisonnier. Et quand il revient, là, il se sépare de ma mère. C'est pour ça que j'ai jamais eu de foyer. Mon père, ma mère, Noël en famille, je ne connais pas, je l'ai jamais vu. Et il est devenu braqueur. Voilà, et ils connaissent mon père. Voilà, et donc les Corses, tous les vieux voyous, ils connaissent ton père. Un tel qui connaît un tel, qui connaît... Oui, c'est le principe du milieu, oui, tout le monde se connaît. Et donc, c'est à 18, 19 piges, à 20 piges, là, je rentre au Laetitia et je suis le bienvenu. Raconte-moi le milieu de l'époque. Ça a quelle tête, le milieu de l'époque? Alors, milieu de l'époque... Parce que tu vois, ça a disparu complètement, cet univers. C'est celui des films noirs, avec Gabin, avec... c'est tous les grands voyous de l'époque, que je t'en cite un, là, Chiappe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça marche, il y a des communautés, il y a des bars, ils ont des tu vois, décris-moi un peu ce monde. Oui, il y avait un maximum de proxénètes chez les Corses. Hein. C'était celui qui était qui avait le plus beau costume, à tel point que moi aussi je voulais des costumes pareils. Et je me suis fait faire le premier costume sur mesure à l'époque, où ils allaient, le même tailleur, qui était Dodoli, rue Victor Massé. Là, rue Victor Massé, oui, qui est toujours dans le même quartier. Tous les mecs de Paris allaient là. Parce que tous ces proxénètes, c'était des proxénètes casse-croûte, si tu veux. Ce qu'on appelle des julots casse-croûte. Ouais. Qui vivaient que par la comté que les nanas leur apportaient. Mais quand les nanas elles tombaient, qu'elles faisaient des 3 jours en Saint-Lazare. À Saint-Lazare, c'était la prison des prostituées. Ou 4 jours à l'époque. Hein, les vivres. Ouais, ils n'avaient plus de quoi manger, les gars. Ouais. Je leur prêtais des sous, moi. 1000 balles, 2000 balles, parce que la valeur de l'argent n'était pas les mêmes que maintenant. Hein. C'était des bifetons qui étaient grands comme ça. Hein, je leur prêtais des sous. Parce qu'il y avait toute une géographie du milieu à Paris à l'époque, due notamment à la prostitution, avec des quartiers de prostitution, des bars de proxénètes, des hôtels où les filles travaillaient. C'est ça qui faisait le milieu aussi. Voilà. Toutes les boîtes étaient tenues par des voyous. Ouais, c'est ça, je veux que tu me racontes un peu cet univers. Tu vois. Le Cupidon, tu avais la rue Pigalle. La rue Pigalle, c'était Broadway. La rue Pigalle, c'était des néons du bas en haut. Personnellement, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver. Je voulais leur ressembler. Hein, je voulais avoir autant de thunes en poche qu'ils en avaient, en dépenser autant, et être habillé comme eux. Je savais que ceux qui ne vivaient pas de la prostitution faisaient des affaires. Il y avait des braqueurs. Hein, et ça me faisait rêver à l'époque, les banques. Alors, raconte-moi un peu le milieu quand même, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, donc il y a ces bars de voyous, on se retrouve. Enfin, tu vois, c'est cette ambiance-là que je voulais que tu m'expliques. Et chacun avait sa spécialité. Chacun avait sa spécialité. Si vous voulez des faux papiers, il y avait celui qui se faisait les faux papiers. Tu voulais harceleur, il y avait celui qui voulait harceleur. Il y avait un spécialiste des coffiots. Il y avait un spécialiste des coffres. Les voitures volées. Il y avait tout. Chacun avait sa spécialité. C'était des artisans dans leur spécialité. Hein, tu n'avais pas à chercher et tout le monde se connaissait.
Oui, c'était le principe du milieu, c'est que c'était vraiment Tout le monde. une petite communauté Et- à un certain niveau. Et exact. une fois que tu étais accepté là-dedans. Là-dedans, exactement. Alors, il y avait comme ça quand même des repères, là, de ces bars dans la nuit, parce que comme il n'y avait pas de téléphone, il fallait pouvoir trouver les gens. Donc, il fallait aller dans des bars de voyous. Est-ce que tu peux me raconter? Exactement. Le téléphone, comme tu dis, il n'y avait pas de téléphone. Si, il y avait les cabines ou les téléphones Fixe, oui. normaux, fixes, qu'on évitait déjà à l'époque, qu'on évitait. Il n'y avait pas la surveillance des flics comme il y avait maintenant. Ils n'étaient pas outillés pour ça, ils n'avaient pas le personnel pour ça. Donc, tu savais, tu pouvais les détecter quand tu avais les flics aux fesses, hein, parce qu'ils n'étaient pas très malins. C'était plus facile de faire le voyou à l'époque? Oui, oui, quelque part, oui. Parce qu'il y avait moins de police, plus d'argent liquide. Enfin, il y avait plein de trucs qui étaient mieux. Voilà, l'argent, il suffisait d'aller le chercher. Hein. Tu n'étais jamais fauché. C'est pour ça que le train de vie, que les voyous de l'époque avaient ce train de vie, parce que... Oui, c'était le champagne, les gonzesses, les boîtes de nuit, Oui, les ça, belles voitures. Avant, les payes, ils étaient payés tous les 15 jours. Hein, toutes les petites entreprises, les petites usines. Comment ils étaient payés? Et en liquide. C'est en liquide, avec les enveloppes, et c'était le mec qui allait chercher le fric à la banque et qui allait le porter à la comptabilité de l'entreprise. Il suffisait d'avoir le renseignement du transporteur de fonds. Ce n'était pas avec les tirelires de maintenant que les fonds étaient distribués, c'était un mec avec sa sacoche qui venait apporter des centaines de mille ou des millions. Haut les mains, peau de lapin. Voilà, et c'est comme ça. Là. Il y avait ça. Oui, donc c'était beaucoup. Oui, il y avait plus d'argent liquide, plus d'opportunités, Ouais, moins de risques policiers. Exactement. En revanche, la prison, ça c'était quand même beaucoup plus dur. Parce que, par contre, les condamnations, elles tombaient plus. La preuve, pour oui, moi. la preuve, c'est que toi, tu avais pris 2 piges en n'ayant même pas volé cette voiture. Donc, voilà, exactement. oui, et puis les conditions de détention, Voilà. c'était pas les mêmes. Et puis 4 ans ferme, en étant 0 condamnation sur le casier, hein, primaire, 4 ans ferme. Pour les Oui, petits. puis avec un régime strict quand même, parce que ça Fresnes- marchait un peu au pas, Fresnes- etc. Enfin, ça Fresnes- rigolait pas, il y avait le travail Fresnes obligatoire. Fresnes à l'époque, ça rigolait pas, hein, je veux dire. Et la prison, elle était dure. Tu dormais sur des paillasses. Hein, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux. Il n'y avait pas de placard, il n'y avait pas d'étagère. Il n'y avait pas. Tu mettais tes affaires par terre. Hein, tes 3 francs que tu avais. Ouais, ton matelas à côté. Voilà, le matelas que tu pliais en deux pour t'asseoir dans la journée. Il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de tabouret, il n'y avait pas de... Voilà. Rien de tout ça. Non, ça ne faisait pas baisser la délinquance. Non. Non, parce que aujourd'hui, on te dit qu'il faudrait... les prisons, c'est l'hôtel, etc. Bon, enfin, la preuve, c'est que ça ne changeait pas grand-chose. Je ne parle pas de la bouffe. Il fallait avoir faim, quoi. Moi, j'avais 20 ans, j'avais faim. Mais je mangeais parce qu'il fallait manger. Une boule de pain dégueulasse tous les jours. C'était à la dure. À la dure. Le mitard, c'était la gamelle tous les 2 jours. Ouf. Ouais, je me suis payé 20 jours de mitard, moi, la gamelle tous les 2 jours. Voilà. C'était affreux, quoi. Des cellules. La plainte des cellules qui était un carrelage, c'était une petite rigole, c'était un carrelage qui faisait petite rigole. Le matin, quand il faisait froid, c'était gelé. Ah, il y a de la glace dans le truc. Léger, ouais. mais quand même. la flotte qu'il y avait, elle avait gelé. Ouais. Elle avait prise. Non, c'était pas à l'hôtel, quoi. Salpêtre, les murs, c'était du salpêtre. C'était vraiment, vraiment, vraiment dur. Voilà. Alors toi, quand tu rejoins tous ces grands noms, tu commences à fréquenter Laetitia, le bar des Corses, et là, du coup, tu commences les braquages. Enfin, c'est là que tu vas commencer à rentrer dans le milieu, bien comme sûr, on dit. À monter, quoi. Monter de grade dans la profession, on va dire. Parce qu'à l'époque, les braqueurs, c'était le haut du panier. Voilà, exactement. Voilà. Pourquoi c'était le haut du panier, ça, Maurice? Raconte.
Pour Parce expliquer. que c'était... En termes de courage, de type qui Pas- prend... de ceux que j'ai connus, Ouais. c'était tous des mecs Tu peux le dire. qui avaient les couilles, quoi. Je Voilà. veux dire, parce que il suffit pas d'avoir un flingue dans la main puis d'aller braquer. Il faut quand même maîtriser l'action. Il ne faut pas faire le fou comme maintenant ils font, tirer à tout va, perdre ton sang-froid et tout. Hein, même si tu fais peur aux gens, il faut quand même avoir une limite à tout. Hein. On n'est pas des assassins, hein. On est des voleurs. Hein. On va voler de l'argent où il y a de l'argent. Hein. Moi, je n'ai jamais été arraché, même quand j'ai été raide, en étant jeune, j'ai eu aussi des moments Oui, de dèche. vide. Je n'ai jamais été arraché le sac d'une vieille femme. Hein. Jamais. Ça ne se faisait pas. Ça se faisait pas. Il y avait des principes, si tu veux, quelque part. Il y avait un certain respect. Moi, j'ai pris des sous où il y avait des sous. Je n'ai jamais mis quelqu'un sur la paille. Je n'ai jamais mis quelqu'un en faillite de lui avoir pris des sous. Voilà. Oui, parce qu'on parle souvent, justement, c'est intéressant ce que tu dis, de ce code de l'honneur à l'ancienne, ou un peu Ouais. perdu. Bon, moi, j'ai une théorie là-dessus. C'est pas que le voyou d'avant, il était Ouais. plus éduqué. C'est que la société, comme on dit, elle a les criminels qu'elle mérite, et que la société avait sans doute plus de valeur avant qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de cette Je ne vais histoire? pas te dire qu'il n'y avait pas des canailles, hein. Il y en a toujours eu. Hein. Oui, non, mais est-ce que Ah. c'était un mythe? Est-ce que Ah, c'était... il y a C'était quoi ces histoires d'hommes d'honneur dont on non, parlait? oh là là, Moi, je voudrais qu'on casse ça- un peu ça- ces images-là. Ouais. Ça me fait rire. Oui. Ça me fait rire, hein, je veux dire, parce que des histoires, j'en ai connues et ont des choses affreuses. Hein. Moi, sur le je veux dire, le dernier gros braco qui s'est fait à Paris, que j'ai fait avec le Laetitia, là. Ouais. Ah oui, avec les Ouais, gars avec les ouais, Corses ouais, de ouais. Laetitia. Bon, ouais. Bon, l'anti-gang était chez moi le lendemain matin. Oui, c'est qu'il y en a bien un qui a balancé. Et j'avais 125 plaques du braco que j'avais chez moi, c'est-à-dire ma part et celle des banquiers que je devais, parce que c'était moi qui avais les banquiers. Oui, c'est toi. Les banquiers, c'est eux qui Que t'avaient je donné devais- l'affaire et et c'était que la je part que devais- tu que veux je donner. devais Ouais. payer, voilà. Hein, le lendemain matin. Oui, c'est que quelqu'un avait parlé. Ouais. Hein, et j'ai payé le coup tout seul. Hein. Oui, tu veux dire, il y avait autant de balance et de Voilà. crapules qu'aujourd'hui. On a fait une super grosse carambouille. Avec Carambou, c'est une escroquerie. Oui, une escroquerie. Hein? Tu connais le principe de ça. Hein, on monte une société. Hein, on a aussi des banquiers dans la poche qui répondent que Oui, tu peux. Oui. c'est OK pour les crédits, pour les hein, on paye à 90 jours, et on fait tomber un maximum de marchandises qu'on revend au pied levé et puis on lève le camp après. C'est le principe de la carambouille. Hein. Bon, on a fait super. Ils sont chez moi, ils viennent me choper pour ça. Oui, bon, de toute Parce façon, que voilà. j'avais- Oui. j'avais Donc fait l'histoire de la mentalité, comme on appelle J'avais ça. fait voir ma tronche, les faux papiers de la société étaient à mon nom, enfin à mon faux nom. Alors, j'ai payé le coup tout seul. Dans les années 60-70, tu te donnes principalement dans le braquage. Oui. C'est le grand sport de l'époque, dans les Ouais. années 70, ça, le braquage. Ouais. Parce que, en gros, si on veut resituer, la société de consommation explose, on ouvre des agences bancaires un peu partout, il n'y a pas encore de sécurité, il y a de l'argent liquide. Voilà, et donc, c'est facile d'ouvrir des comptes, c'est facile c'est le sport national du braquage. Et toi, tu vas faire un truc d'ailleurs, tu vas être quasiment le premier à faire du braquage électronique. Ouais. Non, mais ce Oui. dont on nous parle aujourd'hui, Oui. le cybercrime, tous Oui. ces trucs-là, Oui. finalement, plutôt que de rentrer Oui. dans une banque avec un calibre, tu vas les voler autrement, toi. Tu vas être sans sais doute que un des par pionniers. Ouais. Les opportunités de la vie font que tu rencontres des gens. Il y a toujours des opportunités où tu as le bon enseignement. Et il y a une idée qui me trottait dans la tête, c'était les virements bancaires. J'ai demandé un jour comment ça se fait, comment vous opérez un virement bancaire. Bah, comment ça se fait? Tu viens me voir au guichet, je suis ton conseiller, je prends ta commande. Et ta pièce d'identité, ta commande, et je transfère l'argent. Ouais.
Et j'obéis à tes ordres. Enfin, c'est un ordre que tu donnes. Hein. Ou alors, tu me faxes ta demande, ou par écrit, ou par... Et le premier que je le fais par écrit. Alors, en gros, Comme j'ai un compte à Genève numéroté, que j'avais avant, on choisit le compte sur lequel on veut opérer, qui est provisionné. Je vais te dire n'importe quoi. On a un compte, et le banquier me situe un compte à 200 millions. Hein. Monsieur Duchemol, ok, je me fais faire les papiers de Monsieur Duchemol, je me fais passer pour Monsieur Duchemol. toi, tu fais des faux papiers au nom de Monsieur Duchemol. Je ne me présente pas à la banque physiquement parce que c'est pas utile. Hein. Je lui ordonne par courrier ou par fax ou par téléx le virement à effectuer sur tel compte et basta. Et c'est fait. Oui, Et dans l'heure qui suit, t'as vidé Duchemol pour ton compte. Voilà, on se téléphone, ok, c'est parti. Et dans l'heure qui suit, je vais décaisser ce qui m'a transféré. Voilà. Sans braquer, sans... Ni haine, ni violence, ni arme, ni haine, ni violence. Voilà. Toi, tu as toujours été un indépendant, un touche-à-tout dans ce Ouais. milieu. Souvent, les gens travaillent par équipe chez les voyous. Toi, tu étais plutôt bien avec tout le monde et indépendant. Et quand j'avais besoin du monde, Il y avait tout le monde. Tu pouvais j'avais trouver du monde des j'avais du associés. monde avec moi, voilà. Tu n'étais pas chef de bande, voilà. Non, mais toi, tu étais un indépendant reconnu et respecté par tes pairs, et donc tu pouvais naviguer avec les uns et avec les autres. Il y a cette période de banque, tu t'aperçois par toi-même que ça ne va plus payer ces histoires d'argent liquide. Ouais. Tu fais ces ruses de sioux pour les voler autrement. Ouais. Et puis à un moment, finalement, tu vas faire comme tout le monde. Dans cette bascule des années 80, tu vas passer au stup. Ouais. Parce que donc le shit, ça apparaît chez vous, chez les voyous, quoi, début des années 80, 70 même. dans les années 70. Ouais. Parce Il a que, été en les gros, pre- c'est les voyous qui il- abandonnent il- le braquage, commencent à se reconvertir ouais. là-dedans, ils voient qu'il y a un marché, en il a- gros. il a Alors, à été- l'époque, vous alliez le chercher où, ce shit? Au Maroc, Au directement? Maroc. Parce que ça, c'est il y intéressant, avait c'est le pas début de ce qu'on a aujourd'hui, Il ça. n'y avait pas les GoFast, c'était les bateaux normaux. Enfin, Toi, tu prenais un les voilier, bateaux tu pêcheurs, chargeais, et puis pêcheurs, un bateau de pêche. Et ou, puis qui allait chercher les ballots avec de la flotte jusque-là, tu vois. Oui, ça partait du Maroc, ça arrivait en il y Espagne avait- ou en France, directement Voilà, en bateau de pêche. Exactement. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait les frontières à l'époque. Voilà. C'est comme ça que, quand j'ai eu besoin de me refaire, qui m'a donné la marche à suivre. En 2000, alors, il t'est arrivé tes histoires de banque, tu as fait des allers-retours en prison, hein, comme tout bon voyou. Et en 2000, tu as 75 ans, je crois. Tu sors de prison, c'est ça? Ouais. Et tu es un peu à la rue, parce que c'est un peu le problème du voyou, c'est que il vit des moments fastes, et puis après, quand il tombe et qu'il sort, c'est souvent une main devant, une main derrière. C'est la vie des montagnes russes, la vie de voyou. C'est pareil, parce que je me retrouve en 2000, en 99, 2000, quoi, sur un bateau à la Grande Motte, à vivre pendant 2 ans sur un bateau. Oui, c'est ça, c'est un copain qui t'a prêté un bateau pour t'héberger à ta sortie de prison. Voilà, exactement. Là, tu as 75 ans. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Je deviens marin. Vraiment, ça me plaît. Ouais. Ça me plaît, à tel point que je connais tous les voileux du coin, je fais des régates, j'apprends à naviguer. Et je travaille même dans un chantier naval. Et un jour, il y a un copain qui vient te voir. C'est un peu le truc des voyous à l'éternel. C'est-à-dire, vous êtes rangés, puis il y a toujours un qui vient, comme dans les films, en disant tiens, voilà, Guy, qu'on connaît. Voilà. Et Guy qui est branché. Et Guy, il est marié avec une Colombienne, ça tombe bien dans la vie. Qui a un point de chute là, en Colombie. Alors, il se dit moi, je suis en Colombie, Maurice, il a un bateau. Comment te dire? Il s'est planqué là. Bon, preuve, effectivement, ça n'a pas mis longtemps à germer dans votre esprit. C'est qu'on fait la traversée. Alors quand même, parce qu'il faut quand même le dire, à 75 ans, tu vas partir sur ton bateau avec un marin. Tu vas où? À deux. À deux? Au Venezuela.
Ouais, donc vous traversez l'Atlantique. Ouais. Vous allez à Santa Margarita, c'est ça? Santa Margarita, ouais, exactement. Santa Margarita, c'est une île qui est au large du Venezuela Ouais, où il y a beaucoup, ouais. il y a des grandes Ouais, marinas, ouais, c'est ouais, très ouais, touristique ouais, et il y a ouais. beaucoup de voiliers, qui Voilà, est très connu pour être une exactement. place d'embarquement. D'embarquement, Voilà. exactement. Donc tu pars avec ton bateau, tu fais combien de temps de traversée pour aller là-bas? Bah, on a mis 3 mois aller-retour. 3 mois aller-retour? Aller-retour, oui. On est parti en septembre, on est revenu en décembre. Avec quoi? Avec un catamaran. Ouais, mais avec quoi dedans? 140 kilos de coque. De quoi? Ouais. T'as 75 ans, tu te dis Qui représentait 4 millions à l'arrivée. 4 millions d'euros à l'arrivée? Ouais, là, on est en 2010, hein, c'est ça? Non, 9. 2009, ouais. Mais tu te dis pas à 75 ans, est-ce que tu as pesé le pour et le contre quand même? Parce qu'à 75 ans, tu avais déjà quoi? 15-20 ans de prison presque? Oui. Tu avais déjà fait Oui, 15-20 ans de oui, prison? oui. Okay. Tu te dis pas, Ah non, moi je veux pas me la vivre tranquille, faire un peu de bateau, tu vois? Quand je pèse le pour et le contre, je prends le risque. Qu'est-ce que tu te dis? C'est le dernier coup, faut me refaire. Bah oui, ça c'est. Je vais pas finir. C'est pas. Je vais pas te finir à la rue. On parle toujours du dernier coup, c'est juste. Ça, c'est Non le classique du. Ah non, mais c'est le classique des films de gangsters, hein, le ouais, dernier ouais. coup. Ça existe vraiment. Exactement, ouais, c'est ça. Tu dis ça va être ma retraite, quoi, mon loto. Voilà, Et tu le sens bien forcément, sinon tu le ferais pas. voilà. Alors le coup, comment ça se passe? Bah, parce que j'étais sûr de moi, j'étais sûr que si on était contrôlé, on ne trouverait rien. La preuve, on était contrôlé 2 fois par la Guardia Civile en Espagne. Ils sont venus sur le bateau avec les chiens, ils sont venus à 7 ou 8, ils ont démonté les plafonds, ils ont démonté les parquets, ils ont démonté tout sur le bateau, ils n'ont rien trouvé. Tu l'as mis où? Dans la coque. Ah, dans la coque? Dans la coque. Dans la coque. La coque était dans la coque. Bon, d'accord. La coque était dans la coque, ils ne l'ont pas trouvé. Donc bon, c'est pas drôle. Mais j'étais t'étais sûr que ça le allait marin passer, qui était quoi. avec moi, il se chiait dessus là, quand ils étaient dans le bateau. Là, Oui, bah oui, parce que lui, il n'avait pas l'habitude, lui. Bah Oui. non, mais moi Lui, comment tu l'avais convaincu, lui? Il était client au cirque. Ah, de la boîte de nuit que tu avais, Ouais. oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais tu avais des boîtes de nuit à il Paris. était déjà un peu là-dedans, il dealait un peu avec Mourouzi et tout ça. D'accord. Et il était marin en plus. Ah oui, donc ça En tombait plus, bien. ça mis à part, il était marin, et bon marin. Hein, c'est un breton. Et voilà, donc il était. On parlait la même langue un peu. Quand j'ai dit il y a ça, t'es partant avec moi, allez hop. C'est comme ça que c'est parti. Alors le plan, c'est Guy, ton associé qui est lui en Colombie, Venise, c'est lui qui trouve la marchandise en gros, et qui va vous charger quand vous arrivez. D'ailleurs, avec Guy, on fait un voyage préliminaire avant. Ah, vous faites déjà le coup pour voir comment ça passe? Ah ouais, je veux voir, moi, où on va, où on atterrit, comment ça... Non, quand je monte sur un braco, c'est comme des repérages pour un braco. Non, je veux que ça soit carré. Carré comme une horloge. Hein, ça j'étais à cheval là-dessus, là, tu peux pas savoir. Ah ouais. Toutes les éventualités. Vous n'êtes pas parti au petit bonheur la chance avec votre voilier. Vous aviez repéré l'affaire. Donc on a été 2 mois avant, là, avec Guy, là, on est monté au Venise, en Colombie. Pour voir un peu. On a été au Venise après pour voir tout, c'était OK. Et c'est lui qui avait le contact avec les fournisseurs. Là-bas, moi je m'occupais du transport. Ouais. Comment ça se passe là quand vous arrivez au Venezuela avec votre bateau, alors que vous êtes censé charger comment? Parce qu'on se demande toujours comment ça se passe, quoi, de ces histoires de trafic de coke. D'abord, il faut arriver, parce que la coque, elle est en Colombie. Hein, il faut qu'on arrive pour dire on est là. Il faut faire venir, parce qu'ils ne veulent pas charger, on ne veut pas charger en Colombie. On veut charger où on a décidé de charger. À Isla Margarita, là, Donc, il faut déjà arriver, on est là, OK. De là, il faut faire descendre la marchandise, et ça demande entre 3 et 4 jours. Et quand la marchandise est là, on charge et on s'en va. Comment ça se passe? Et la marchandise de la Colombie à Santa Maria, elle est transportée par les militaires. C'est les militaires,
Vénézuélien. Parce qu'on a fait, nous, en taxi, Caracas, Venezuela, Santa Marta, on a fait en taxi. Il y a des contrôles militaires 3 ou 4 fois sur la route. Hein. Ah, tu veux dire de la Colombie à Caracas au Venezuela, il y a des contrôles routiers. Voilà, donc... oui, tu ne peux pas passer comme ça. Tu ne peux pas passer comme ça. Donc c'est les militaires, on casque les militaires, qui se chargent de la... Ouais, du voyage, du de voyage, la cheminée jusqu'au Et Venezuela. quand on a chargé à 11h du soir, hein, on a été avec l'annexe. L'annexe, Ouais, le petit bateau que c'est tu as le sur petit ton bateau voilier là, pour avec aller à bord, le petit enfin à moteur terre. pour aller à terre. C'est les militaires. Comment ça se passe? Ils Ensuite- vous ont donné rendez-vous dans une crique? Ouais, Non, mais oui, comme dans on les au films, téléphone, raconte-moi, ouais, voilà. dans une crique le soir. T'appelles les mecs, tu as des à- rossés, on à- peut se retrouver dans la crique. À 11h, on sait qu'il va arriver à 11h. Quand vous êtes là, vous vous faites signe, on arrive avec le bateau. Et quand on arrive avec le bateau, c'est des mecs en uniforme. en uniforme, armés jusqu'aux dents, qui chargent. et qui protègent notre départ. Oui, parce que donc vous prenez les 140 kilos, ça fait un peu de poudre hein, sur le bateau, vous chargez ça sur votre voilier Voilà. et eux vous escortent à la sortie du port. Quoi. Et puis on charge Bonne route. on charge pas dans la planque parce qu'on part tout de suite. On met tout ça dans Ouais, en les vrac ballots. dans la cabine, quoi. Pas dans la cabine, dans le cockpit, parce qu'il faut que rien rentre dans la cabine. Ah ouais. Il faut pas que ça rentre dans la cabine, surtout tout dans le cockpit derrière, là, en plein air. Quoi, si tu veux. Ah oui, pour pas qu'il y ait des résidus dans la cabine, d'accord. S'il y a un Exactement. contrôle avec des chiens ou un Exactement. bordel. Ouais. Quoique, Avec l'air marin, ça ça nettoie. s'arrose, Ouais. hein, je veux dire, et puis la flotte, tu te la prends sur la gueule Ouais. aussi. Hein, Ah oui, donc vous êtes surtout parti et après vous avez Alors, dissimulé votre... Voilà, on ouvre la planque, on commence à charger, kilo par kilo, parce que l'ouverture, elle n'est pas très grande. Hein. Et Tu passes tes pains là-dedans. on s'aperçoit qu'on devait charger 100 kilos, il y en a 140. Il faut faire une deuxième planque en pleine nuit. On refait une deuxième planque. Heureusement qu'on avait amené ce qu'il fallait. Ah oui, du matériel. Matos et tout ça. On fait une deuxième planque dans un bras du kata en pleine nuit pour charger le reste. Ouais, pas se retrouver comme des ballots avec vos trucs. On rebouche tout et voilà, et on est Et parti. vous êtes comme parti. ça. Vogue la galère. Tout se passe bien jusqu'à ce que vous arriviez à... Et c'est où en Atlantique Nord, on se paye une tempête de 2 jours. On a failli y rester, hein, je vais te dire. Hein. On était au large de Terre-Neuve. Au large de Terre-Neuve. On était monté au nord pour avoir le vent, pour redescendre à fond. Pour redescendre après, ouais. Il n'y avait pas de vent. Ah oui, ça, éviter d'être à l'arrêt. Ah oui, c'est un voilier. Ouais. Même si on a un moteur, on ne peut pas marcher au moteur tout le temps, hein, sinon il faut des milliers de litres de gazole. Alors vous mettez quoi, tempête, etc. 3 semaines pour revenir dans le sud de la France là, Voilà, à peu près, ouais. Et votre plan, c'était quoi, d'accoster? Là, il y avait quoi, une camionnette, un truc? Alors, le programme est d'arriver de nuit, téléphoner, on vient chercher la marchandise, on s'en va. On arrive à 11h à Fontignan, mois de décembre. Il y a des gars. Des gars, ça veut dire personne. C'est du Marseillais. On choisit Fontignan parce que il n'y a rien, il n'y a pas de capitainerie la nuit. Téléphone, personne. Aïe. À 11h du soir, personne. Et toi, il y a 1 heure de route pour venir personne. Toi, il y a 140 kilos de marchandises dans le bateau, là, tu dois commencer à stresser un peu. Ouais. J'ai un contact à 8h du matin. Et à 8h du matin, la capitainerie est ouverte. Le bateau est signalé sur toute la côte depuis l'Espagne parce qu'on a été contrôlé. Ils savent, ils se doutent que vous êtes chargé. Qu'on est chargé, mais ils n'ont pas voulu mettre en morceaux le bateau parce qu'ils ne savent pas. Hein. Les poulets en France, Montpellier, entre parenthèses, les stupes de Montpellier, ils disent si on met le bateau en tranche de saucisson, c'est pareil en Espagne, ils n'ont rien trouvé, on ne va rien trouver non plus. Donc on attend, ils se mettent en planque,
Et puis, ils nous voient tranquillement décharger. Sortir le matériel du bateau. Quand la voiture est arrivée, et puis une fois que c'est chargé, voilà, il y a des flingues de partout. Fin de l'aventure. Voilà, fin de l'aventure. La bilan, t'as pris combien sur cette histoire? 8. 8. Donc tu avais 75 ans. Et Guy, 10. Avec Guy, il a pris 10. Ouais. Donc vous êtes ressortis les deux, toi, à l'orée des 80 ans, quoi. Ouais. 80 ans en prison, quand tu y es hâté, tu t'es dit quoi? Quand tu as vu tous ces flingues arriver. Tu t'insultes, quoi. Ouais. Tu t'insultes, qu'est-ce que tu veux dire? J'en veux surtout au rendez-vous manqué. Bah oui, parce que sinon ça serait passé, quoi. Ouais. La personne sait qu'on est en Espagne, qu'on a été contrôlé, que dans les 24 heures, parce que pour arriver à la Grande Motte ou dans les environs, il faut une journée d'Espagne, que dans les 24 heures, on est là. Elle doit rester au garde à vous, à son téléphone, mon Dieu de merde. Au garde à vous. Toi, quand tu te retournes là, sur cette vie, alors pour le coup qui a été longue, qui a plus de quasiment 70 ans d'aventure malfrate ou criminelle, on appelle ça comme on veut. Aujourd'hui, c'est quoi le bilan? Ah, comme ça, avec la sagesse arrivant et l'âge venant. Parce que là, tu as 92 balais, comme on va le rappeler, mais ça fait... Au mois de septembre, là, je me suis fait un infarctus. Je suis sur la balance... Ouais, bon, tu es encore vif, mais quel regard tu portes sur cette vie? Tu as des regrets, tu n'as pas des regrets? Évidemment, le crime, c'est pas bien, on va le dire. Je suis obligé de dire que... Non, en étant honnête. Que des regrets, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que de la malchance. C'est un coup de malchance. Des fois, tu repenses à cette histoire d'hôtellerie? À tu vois, à ce coup de dé dans ta vie? Ou est-ce que... Bah oui. Après, quand c'était parti, c'était parti. C'est facile de dire si c'était à refaire. Avec tout le pognon que tu as engrangé dans le courant de ta vie, tu devrais être plus qu'à l'aise, je veux dire. C'est con. Bon, c'est un peu de toute façon, c'est un peu la conclusion de toutes ces vies de voyous. Souvent. C'est souvent les gens ont des fortunes et puis. Oui, j'en ai connu. Le crime paie rarement sur la longueur. On va dire. Exactement. Ça paye sur le moment, mais malheureusement. Il y a eu des montées, puis c'est souvent ça. Des descentes. Mais à chaque coup qu'il y a une descente, elle est dure. Elle est dure, tu vois. Toi, tu es à combien d'années de prison, Maurice, après toutes ces aventures là? Je sais pas, je t'ai dit, j'ai jamais compté exactement. Ça, c'est quand même assez hallucinant, parce que tu te dis, le premier truc que tu fais, c'est que tu comptes combien tu as fait d'années de prison. Parce qu'en plus, il y a un truc que j'ai toujours eu, j'ai une mauvaise mémoire des dates. Bon. J'ai une mauvaise mémoire des dates. Les anniversaires pour ma famille, tu sais, c'est 79, c'est 80, c'est jamais. Donc, les affaires dont on parle, c'est pourquoi on a parlé de ça, de ta vie. Parce que... J'ai ramené là quelques trucs que j'ai fouillés dans mes papiers comme ça, pour resituer des dates. Tiens, c'était en 79, c'était en 80. C'est ça qui me... Sinon, je tu sais pas. Plus. Alors, la prison, combien de zonzons? Plus de 20 Je vais te dire une vingtaine, quoi, grosso modo. 20, 25 Peut-être 25, mais je pense pas. Ouais, plutôt 20. Ouais. Mes deux premières grosses condamnations, mes trois, parce que c'est 8, 12 et 8. Mais tu ne les fais pas. Ouais. Alors quand les journaux ils disent il a 40 années de prison derrière lui, si tu veux compter les confusions, Ton avis sur la nouvelle génération? C'est lamentable, la nouvelle génération. Il n'y a plus il n'y a plus rien. C'est le vide. Ils sont capables de tuer père et mère, frère. Il n'y a plus de respect de rien. Tu vois comme ils se flinguent les uns les autres pour comme ils disent, pour un mauvais regard, pour une dette non payée. Ils s'entubent les uns les autres. Avec quoi? Avec la cam. J'ai toujours dit que c'était un milieu pourri, la cam.
même si j'ai voulu en faire, pour me défaucher, mais j'ai jamais voulu rentrer là-dedans, dans ce milieu de. Non, 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 non. Ta définition de la liberté? J'ai couru toute ma vie après. Tes conseils pour cette nouvelle génération? Arrêtez. Qui retombe les pieds sur terre, parce que ça va aller de mal en pis, j'ai l'impression. Ton secret pour survivre à cette vie, à ces années de prison, à ces flingues de partout? Tu sais, je me suis souvent dit, se filer la tête contre les murs, ça fait des bosses, ça fait mal, et ça sert à rien. Voilà. Et ça a été souvent ma philosophie. Prendre ton mal en patience. Sinon, avec les petits malheurs qui me sont arrivés, il y a de quoi se flinguer, quoi. Bon, je ne sais pas quel était le plus gros cliché à l'égard du milieu, du banditisme, qui à chaque fois te fait... J'y ai cru, également. Ouais, tu y as cru? J'y ai cru, oui, bien sûr. Tu as cru à l'illusion, au mythe? Oui. À la légende, ouais. Ça a été ma famille pendant un moment. Pendant toute une vie, même. Oui, mais... Tu n'y crois plus maintenant? Ah non. C'était une illusion? C'est tous pourris, hein, souvent. Parce qu'à chaque fois, les 2 ou 3 coups durs qui m'ont stoppé, si tu veux, dans mon élan, dans mon essor, dans ma progression, là, ça a toujours été des enculeries. Hein, et voilà, et pour ça je vais dire, tu dois tomber sur ton cul, c'est pas par ma faute, c'est moi. Si j'avais fait la faute, si j'avais fait une erreur, si j'avais fait... Alors non, tu payes les erreurs des autres. J'aurais dit, c'est bien fait pour ta gueule, hein, mais là, c'est pas le cas. C'est les autres qui ont fait des erreurs. C'est moi qui ai trinqué, sans envoyer personne au ballon. J'ai toujours payé les coups tout seul. Les 3 grosses affaires que tu as mangé, que je me suis mangé, sauf la dernière, puisque c'est quasiment un flag pour les cams, il n'y a pas à dire, hein, que je me suis mangé tout seul. Voilà. J'en ai rien à foutre qu'on dise Maurice c'est un gentil garçon. Ouais, ça j'ai souvent entendu. C'est un bon. Trop beau, trop con. Oui. Non, j'en ai rien à foutre là. Bon, écoute, je te remercie, Maurice. Oui, c'est moi qui te remercie À bientôt pour reprendre cette conversation, parce qu'elle est trop longue. Replonger dans mes souvenirs. Là, il faut qu'on en parle pour que ça revienne à la surface. Bon, on en a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode.